Bienvenue sur Avocado Growth Parcours Tech, le podcast où nous vous emmenons dans un voyage captivant à travers les coulisses de la tech. Dans chaque épisode, nous explorerons les histoires inspirantes de développeurs, data scientists, experts en cybersécurité, designers et bien d'autres. Découvrez comment ils ont commencé, les défis qu'ils ont relevés et les conseils qu'ils ont à offrir. Sur Avocado Growth Parcours Tech, vous trouverez une diversité de parcours, d'expériences et de conseils pour vous aider à tracer votre propre voie dans le monde de la tech. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Avocado Growth Parcours Tech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre. Salut Pierre, ça va ? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça va bien, et toi ? Ça va super. Merci d'avoir fait l'effort de venir nous présenter ton parcours. Ça nous fait plaisir. Écoute, avec grand plaisir. C'est toujours quelque chose d'intéressant que de venir raconter un parcours, de répondre aux questions. Et puis l'objectif pour moi, c'est pas juste de raconter mon parcours, mais c'est potentiellement de montrer l'exemple et de montrer qu'il y a des choses qui sont possibles, qu'il y a des parcours qui sont possibles, et donc de donner un coup de main à la communauté. C'est plutôt comme ça que je le vois. Ouais, moi, je te dis grand merci pour ça parce que tu vois, j'ai énormément de personnes qui me posent des questions au quotidien. Moi, je suis débutant dans la tech, on va dire, et voilà, venir répondre, moi, ça me fait grave plaisir de t'avoir là. Et pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Bien sûr, moi je m'appelle Pierre Amelot, je suis entrepreneur depuis 18 ans maintenant, plus de 18 ans, et mon cœur de métier aujourd'hui, c'est d'accompagner des entreprises sur des sujets d'organisation d'entreprise, sur des sujets techniques, mais aussi des fois sur des sujets marketing, commerciaux. Et j'ai une particularité, c'est que je suis un multi-entrepreneur, dans le sens où j'ai plusieurs sociétés et j'ai plusieurs activités. Donc pour faire simple, j'ai une activité de conseil, j'ai une activité d'éditeur de logiciels SaaS et j'ai une activité de centre de formation, qui sont des structures différentes et sur lesquelles je m'amuse tout autant. Ah, c'est super ça. Je pense que c'est le premier profil multi-entrepreneur que j'ai sur le podcast, donc ça fait énormément plaisir. Et je vais revenir, on va dire, à la genèse de ton parcours. Comment tu t'es intéressé à la tech et comment tu t'es formé ? Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. En fait, j'ai fait mes premières lignes de code, j'avais 13 ans, en me posant la question de comment fonctionnait un site internet. Moi, il y a un point dans mon parcours qui relie beaucoup de mes expériences et de ce que je suis aujourd'hui, c'est j'aime comprendre l'envers du décor. C'est quelque chose, moi, qui me parle beaucoup de ça marche comment derrière. Alors, ça peut être un outil, ça peut être une entreprise, ça peut être un logiciel, un site web. Et à l'époque, le questionnement, c'est comment on fait pour créer un site internet. Et donc, j'ai commencé à faire mes premières lignes de code. J'ai appris avec un site internet qui s'appelle le Site du Zéro, qui maintenant s'appelle Open Classroom. Très populaire. Voilà. Et donc, tout ça en parallèle de mon collège. Et puis, j'ai eu l'occasion, lors d'une discussion avec le libraire de mon quartier, de lui vendre la création de son site internet. Donc, j'avais 16 ans et j'ai créé mon premier site internet, un vrai site internet, vitrine, qui présentait la librairie, qui présentait les livres qui étaient dispo et qui permettait de faire une précommande avec un paiement en ligne. Ah, mais t'étais déjà vraiment un précurseur, on va dire, là. Donc ça, c'était dans les années 2000, entre 2005 et 2010. Et voilà, j'ai commencé à créer mes premiers sites internet et j'ai eu l'occasion de créer ma première société, mon premier projet entrepreneurial à mes 17 ans, toujours en parallèle de mes études. Et là, c'était plutôt un projet autour de la petite annonce, un projet, on pourrait dire aujourd'hui, un copier-coller de Le Bon Coin, mais 2 ans avant que Le Bon Coin sorte. En sachant qu'on était 2 entrepreneurs, que moi j'étais forcément pas très bon développeur puisque c'était le début, c'était les premières années. Donc j'ai appris énormément de choses et j'ai surtout appris beaucoup d'humilité puisque ce projet, j'ai bossé dessus entre mes 17 et mes 19 ans et il n'a jamais été mis en production puisque il y a un moment, moi mes études me prenaient plus de temps, on n'avait pas les moyens de continuer en termes de temps, de budget, donc voilà. Et après, sur la suite de mon parcours, globalement, je fais des études en informatique, réseau, télécom, mais aussi des études dans le monde de la gestion. Donc, j'ai l'occasion d'avoir des bases très solides en compta, des bases juridiques. On parle bien de bases, hein, je suis un débutant sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, en fait, l'ensemble de mes études, c'est plutôt pour moi de la culture générale. Tout simplement parce que
au quotidien aujourd'hui et depuis la sortie de mes études, mon métier, c'est d'accompagner des dirigeantes et des dirigeants d'entreprise à structurer leur business, à trouver des solutions à leurs problèmes, à choisir les bons outils, à travailler avec les bonnes personnes, que ce soit des profils dans le monde du développement, mais aussi des profils marketing, commerce, à structurer et à faire les bons choix. Et donc aujourd'hui, mes études m'ont appris énormément de choses. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait en apprentissage, mais en fait, ce que je fais dans mon quotidien, c'est aussi une grande partie dans l'école de la vie. C'est aussi ce qu'appellent les industriels. Alors les industriels ont un acronyme que j'aime beaucoup qui s'appelle le GBS, le gros bon sens. Et donc c'est des choses qu'on utilise beaucoup au quotidien, de dire ok, mais quand on a une situation, est-ce qu'on peut prendre du recul? Comment ça se passe, voilà. Donc mon métier aujourd'hui, c'est un métier de directeur technique à temps partagé, dirigeant d'entreprise à temps partagé, où globalement j'ai deux phases dans mon métier. Une première phase, c'est comprendre le problème de mon client, le découper en petits morceaux et le prioriser. Et une deuxième phase qui va être de trouver les bonnes personnes, qu'elles soient dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, pour faire le boulot. Ok, on va dire que t'es tombé très tôt dans l'entrepreneuriat. C'est que, enfin, déjà tu savais que tu voulais être dans l'informatique, donc ça c'est super. Dès qu'on est jeune, de savoir ce qu'on veut faire. Et ton métier d'aujourd'hui, on va dire que, enfin, c'est quelque chose qui est un peu inné chez toi. T'es un entrepreneur dans l'âme, à ce que je vois. Oui, je suis un entrepreneur dans l'âme, mais pour moi, entreprendre, c'est au sens large. Entreprendre, c'est prendre un projet et le faire aboutir. C'est avoir des problèmes, avoir des blocages et voir comment on les surmonte. Et moi, ça, c'est mon quotidien, que ce soit sur mes propres projets ou que ce soit pour mes clients. Et je trouve ça très intéressant. En fait, c'est exaltant que d'être entrepreneur. C'est ça. Du coup, enfin, tu fais tes études. Dès que on va dire que tu finis tes études, c'est que tu lances ton entreprise directement ou tu passes par un statut d'employé d'abord? Eh ben, j'ai eu plusieurs statuts en fait. Pendant mes études, j'ai l'occasion de travailler en partenariat avec une agence web, et dans le cadre de cette agence web où je fais quelques missions dans l'année, mais c'est toujours en parallèle de mes études, j'ai l'occasion de rencontrer des équipes de chez Quechua, donc le groupe Decathlon. Et il s'avère que quand je finis mes études, j'ai un chef de projet là-bas qui me rappelle et qui me dit on aimerait bien bosser avec toi. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Donc on a pris le temps de se rencontrer, de discuter, et il s'avère qu'ils m'ont proposé un premier job. Et au départ, ça devait être un CDD de 6 mois pour démarrer, et c'est la première fois que j'allais avoir un job à temps plein. Et il s'avère, pour la petite histoire, que j'aurais dû être salarié en CDD, puis on m'appelle 15 jours avant le début du contrat, et on me dit « Pierre, ça va pas être possible le CDD, c'est trop compliqué, est-ce que tu peux nous facturer ?» Et donc en fait, j'ai appelé une boîte de portage salarial, et pour cette première mission où j'étais à temps plein, en fait, j'ai pas été salarié Decathlon, mais j'ai bien été salarié d'une boîte de portage qui a facturé pour moi. Donc quelque part là, j'étais sur une mission temps plein, donc j'étais entre le salariat et l'indépendance. Puis après, j'ai eu l'occasion de rejoindre une société de services en informatique, une ESN en Suisse, où là, j'ai pris la chefferie de projet, de projets techniques pour des grands comptes à l'international, et entre autres beaucoup pour Nestlé. Et là, pour le coup, j'étais salarié dans une équipe avec une douzaine de personnes qui travaillaient avec moi. Et moi, j'avais pas de niveau hiérarchique vis-à-vis de mon équipe. En fait, j'avais la responsabilité des projets, de faire le lien, le trait d'union entre les besoins des clients et l'équipe technique. Parce que moi, chez mes clients, c'est une image que j'aime beaucoup. Mon client me dit on va être premier de notre segment dans le retail l'année prochaine. Et puis mon développeur, il me dit c'est quoi la typologie d'un code postal en Pologne? En fait, on est dans deux mondes différents. Et moi, mon rôle, c'est de rallier ces deux mondes et de faire le traducteur et de m'assurer que ces deux mondes se comprennent et de faire aboutir des projets. Voilà. C'est vrai qu'il y a souvent un fossé entre l'équipe marketing et l'équipe, on va dire, technique. Des fois, c'est compliqué de se retrouver. L'équipe marketing va te dire, fais ci, parce qu'elle pense que c'est très facile à le faire. Le développeur, il va être perdu. Et donc, toi, t'es la personne qui est là entre les deux, qui fait le tampon, on va dire, pour tout raccorder, quoi. Moi, je suis un traducteur entre les mondes, en effet. Et en fait, même si on va plus loin, aujourd'hui, dans les équipes avec lesquelles je travaille, souvent, on a 7 ou 8 métiers autour de la table. C'est-à-dire qu'on a du marketing et de la tech, mais on a aussi une direction d'entreprise, on a des commerciaux, on a du juridique, on a des sujets de stratégie, on a des sujets bancaires, on a des sujets où on va gérer, par exemple, des flux financiers. Et donc, le sujet là-dedans, c'est de se dire comment on fait pour que tout le monde puisse s'exprimer, comment on fait pour prioriser, puisque le secret, c'est de prioriser. Je peux pas faire tout ce que me demandent mes clients.
Parce C'est que ça. souvent, ils m'en demandent tellement de choses qu'il y a 4 ans de boulot. Et je leur dis, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on fait le mois prochain? Bien sûr que je veux bien vous écouter et je veux bien qu'on prévoie un plan à 3 ans. Mais ce plan à 3 ans, il est dans 3 ans, il est pas dans 2 mois. Donc, il faut juste qu'on définisse ensemble des priorités. Et mon boulot, moi, c'est pas de dire non. C'est de dire, non, on va pas le faire maintenant. Mettons-le dans un planning et voyons comment on va le faire petit à petit. Puis adaptons ce planning et adaptons cette réalité aussi avec ce qui va arriver. Parce que ce qu'on va développer maintenant, si on parle d'un produit logiciel, on va le mettre à disposition de nos utilisateurs, de nos clients le plus vite possible. On va avoir des retours et en fonction de ces retours, on va faire évoluer la roadmap. Et ça, par exemple, c'est des choses que je dois apprendre à mes clients. Alors, je dois leur apprendre, c'est pas moi, j'ai l'habitude de dire que je travaille avec des gens intelligents. Je travaille toujours avec des gens intelligents. Par contre, je travaille avec des gens qui sont des fois dépassés par les différents métiers avec lesquels ils doivent travailler et qui sont impatients. Et moi, mon rôle, c'est justement de gérer cette impatience et de leur dire régulièrement non. Toutes les semaines, je leur dis, non, on va pas faire ça tout de suite. Regarde, c'est important de gérer ce point-là avant. Regarde, ton utilisateur, il a demandé ça. Donc, entre ton idée et la demande de l'utilisateur, qu'est-ce qui est prioritaire? Et là, on va y aller petit à petit. Et donc pour finir sur mon parcours très rapidement, en fait après j'ai été à nouveau freelance, j'ai été à nouveau dirigeant de société, j'ai même eu des salariés, j'ai eu une expérience où j'ai eu jusqu'à 17 salariés et moi je suis à nouveau à mon compte depuis donc maintenant début mi 2017. D'accord, ça fait un petit moment maintenant. Oui, c'est ça, mi 2017. Donc je me suis remis à mon compte et à ce moment-là, j'ai fait un choix. En fait, quand je me suis retrouvé et que j'ai quitté cette société où j'étais dirigeant associé, où j'avais des salariés, la question que je me suis posée, c'est est-ce que je remonte une société? Est-ce que je vais lever des fonds? Est-ce que je pars plutôt société de service, plutôt agence web, plutôt éditeur de logiciels? Et donc j'ai étudié toutes ces pistes. Je suis allé discuter avec un certain nombre de membres du réseau en disant en gros, vous en êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont les projets du moment? Voilà, j'ai discuté avec plein de gens et j'ai fermé les portes petit à petit. J'ai même été faire des entretiens pour être salarié. Par exemple, j'ai eu un entretien pour la direction technique d'une grosse ESN où il y a pour gérer une équipe de 40 personnes. Très bien. Et en fait, j'ai fait l'entretien en disant je suis pas sûr que j'en ai envie. Mais je l'ai dit au recruteur. Je l'ai dit, c'était le dirigeant. Et donc en fait, on a passé un super moment. Et je lui ai dit laisse-moi une nuit pour réfléchir. Et le lendemain, je l'ai rappelé et je lui ai dit en fait, non, c'est pas que je veux pas venir chez vous, c'est qu'en fait, ce type de poste, j'en veux pas. Ça correspond pas, c'est ça. Exactement. Et je lui ai dit, merci pour ton temps, merci pour le moment passé, restons en contact. Et il s'avère qu'on est encore en contact aujourd'hui et qu'il a pas mal pris parce qu'en fait, je lui avais été transparent avec lui. Mais au final, quand j'ai fermé toutes les portes, il restait le freelancing. Et dans le freelancing, je me suis dit que c'était génial parce qu'il y a deux choses. Je diminue les contraintes financières puisque quand tu as une équipe, il faut générer du chiffre d'affaires pour payer tout le monde. C'est ça. Quand je suis tout seul, il faut juste que je génère un chiffre d'affaires pour me payer, donc moins de contraintes financières en termes de contrats à signer. Et je diminue les contraintes sur mon agenda. Donc je récupère du temps dans mon agenda avec de la liberté. Et en fait, ce que j'apprécie beaucoup ces 6 dernières années, pour faire simple, c'est cette liberté dans mon agenda. Moi, je trouve ça super le fait que déjà ta sincérité, c'est que tu t'as pas été hypocrite avec la personne qui t'a pris en entretien et t'as aussi exploré toutes les pistes. C'est on voit souvent des personnes qui veulent se lancer solo et il y a tellement de choix, il y a tellement de pistes que c'est assez compliqué de s'y retrouver. Est-ce que toi, tu aurais déjà un premier petit conseil pour une personne qui voudrait se lancer en tant que freelance? Alors, je vais séparer mon conseil sur des profils plutôt juniors qui sortent d'école ou de reconversion et des profils qui ont un peu plus d'expérience. Pour un profil junior, et j'interviens régulièrement dans des écoles en reconversion professionnelle, mon conseil est toujours le même, c'est trouvez-vous une équipe. C'est-à-dire que j'ai souvent des développeurs, par exemple, en reconversion professionnelle qui viennent me voir, surtout à la suite de conférences que je donne dans plusieurs écoles à Lyon, entre autres, puisque je suis basé à Lyon. Et ils me disent, j'aimerais bien être freelance. Et je leur dis, c'est pas la voie la plus simple. C'est-à-dire que moi, ce que je te conseille, c'est fais tes armes au sein d'une équipe les 2 prochaines années. Et le plus simple pour trouver une équipe, c'est d'être salarié dans une boîte. Maintenant, si tu veux absolument être freelance et que t'es prête à mettre le temps et l'énergie sois pas tout seul dans ton coin. Trouve une équipe. C'est-à-dire que le message, c'est pas sois salarié. Le message, c'est trouve une équipe. Et la voie facile pour trouver une équipe, c'est d'être salarié dans une boîte qui a une équipe. Maintenant, si tu veux être freelance, que t'es convaincu et que tu veux y aller maintenant et que tu veux pas attendre 2 ans, je comprends, je respecte. Et dans ce cas-là, trouve une équipe et monte des projets en équipe. Donc voilà, moi, ça, c'est mon premier conseil pour les juniors, c'est s'entourer. Voilà. D'accord. Et
t'es intervenant dans plusieurs écoles. J'ai vu que t'interviens souvent à la Wild. Moi, j'ai fait la Wild Code School. Et, ça devient d'où, toi, cette envie, d'échanger, puisque t'es déjà entrepreneur, t'es freelance, tu as beaucoup d'activités. Et d'où te vient cette envie de partager comme ça? Pour moi, la transmission, ça a toujours été quelque chose d'important. Je pense qu'il y a une partie qui vient de mes parents. J'ai eu un père qui a fait toute sa vie professionnelle en tant que professeur des écoles. Il était professeur d'histoire-géographie en collège et en lycée. Donc, je pense qu'il y a une partie qui vient de là. Mais il y a aussi une partie quand tu es dans la transmission, tu as aussi le plaisir à voir grandir les personnes avec lesquelles tu fais justement cette transmission. Et le fait de les voir grandir permet de voir éclore des projets, de rendre les choses possibles. Et en fait, je sais que je peux faire partie de ces personnes-là. Je suis pas le seul, hein. On est des centaines ou des milliers sur le pays. Et à être en capacité d'apporter quelque chose qui va permettre d'ouvrir des possibles, de donner des possibilités. Maintenant, tout ce qu'on fait, nous, c'est de montrer un chemin et de cheminer à côté. Il faut que la personne, elle accepte de marcher sur le chemin. C'est ça. Et après, il y a un autre sujet, c'est que moi, je travaille en écosystème. On a un réseau, si je prends le cas de Lyon, on a un réseau où, globalement, beaucoup de gens se connaissent. Et plus le réseau est fort, plus le réseau a des compétences, plus le réseau est mature, plus j'en profite en tant que membre de ce réseau. Donc en fait, quand je donne du temps à une école ou quand je donne du temps au réseau, par exemple, parce que j'anime une communauté à Lyon qui s'appelle les Freelances Lyonnais, on est pratiquement 3000 freelances, on est 2900 aujourd'hui, ça existe depuis l'été 2017, et cette communauté aujourd'hui, en fait, je suis pas le seul, on est plusieurs à l'animer, mais je donne du temps dans cette communauté pour qu'elle existe, pour apporter de la valeur. Et quand on me dit, mais pourquoi tu fais ça bénévolement? En gros, il y a des gens qui viennent me voir en me disant, elle est où l'arnaque? En fait, il y a déjà le premier sujet, c'est que c'est du plaisir. Quand je vais donner une conférence à la White Code School ou chez Simplon, il y a déjà, je prends du plaisir. Et il y a ce que j'apporte comme valeur aux autres. Et puis, il y a le fait qu'il y a un effet boomerang. Quand tu apportes de la valeur à l'écosystème, l'écosystème t'apporte de la valeur en retour. Alors après, c'est un jeu qui se joue pas en ligne droite. En fait, c'est un jeu où je donne de la valeur à l'écosystème. Il y a d'autres gens qui donnent de la valeur à l'écosystème. Et au final, l'écosystème grandit. Et d'autres gens aussi. Donc il y a un côté où je prends du plaisir, il y a un côté où je trouve que ça a du sens, puis il y a un côté où à long terme j'ai intérêt à ce qu'on ait un réseau qui soit fort. Et puis moi, ce que j'aime particulièrement dans ces écoles en reconversion professionnelle, c'est que les apprenants que je croise, ils savent pourquoi ils sont là. Et c'est pas facile. C'est ça, c'est un choix. Exactement. Et ils sont motivés. Et si tu peux aider des gens qui sont motivés et qui galèrent, parce que on va être honnête, la reconversion professionnelle, en particulier dans le monde de la tech, c'est celle dont je peux parler. Pour beaucoup de gens, c'est un parcours du combattant. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie. Et je peux pas dire que c'est facile. Il faut être présent, il faut s'investir. Et l'algorithmie, ça casse la tête. Les problèmes de CSS en front, ça casse la tête aussi. Et donc, si moi, je peux amener, parmi d'autres, justement, de la valeur et de leur dire, en fait, ok, je fais partie des anciens, je fais partie des gens qui ont un peu d'expérience, en tout cas un peu plus que vous à ce moment-là. Si je peux vous dire, je suis là, et si vous avez besoin d'un coup de main, je suis à dispo. Si ça peut aider à 1, 2, 3 personnes à les tirer vers le haut et à les motiver à finir, à aller jusqu'au bout, à devenir des techs qui tiennent la route, qui sont forts techniquement, qui sont solides sur leurs appuis, qui savent pourquoi ils sont là et qui apportent de la valeur après en tant que salariés, en tant que freelance, qui montent des projets entrepreneuriaux, moi je me dis que je sers à quelque chose. Ouais, c'est ça. Moi j'aime bien dire donner c'est recevoir, c'est que surtout quand tu fais tout ce qui est mentorat, tout ce qui est conférence, c'est que tu vas t'instruire quelqu'un, mais tu t'instruis aussi toi-même, parce que déjà si tu arrives à expliquer quelque chose de très technique, c'est que c'est que tu t'apprends quelque chose. Comment tu t'organises toi pour faire tous ces trucs-là? Parce que t'es entrepreneur, comme je dis, tu fais du mentorat, tu fais des conférences. Comment tu t'organises toi, sur ta semaine, sur ton quotidien? Oui, alors la question est très intéressante parce qu'en fait, l'organisation c'est la clé. Alors déjà, un équilibre de vie entre ma vie perso et ma vie pro, globalement, en moyenne, je travaille 40 à 50 heures par semaine et je travaille pas le soir, pas la nuit, pas le week-end. C'est-à-dire que ma vie de famille, elle est prioritaire sur les moments qui sont en dehors des heures ouvrées. Donc, je travaille sur des horaires normaux. Une journée, elle fait en général quelque chose comme 9h, 18h, 9h, 19h. Voilà, c'est à peu près ça l'ordre d'idée aujourd'hui. Ça, c'est un premier sujet, c'est un premier point important, c'est d'avoir une vie à côté
et dans cette vie, être en capacité qu'elle soit suffisamment intéressante pour qu'on ait envie d'arrêter. Parce qu'en fait, je suis passionné par ce que je fais. Et si ma vie perso était pas suffisamment engageante, en fait, je pourrais travailler jour et nuit. Je pourrais être un cerveau dans un bocal et puis être connecté à un ordinateur et ça m'irait très bien. Sauf qu'en fait, j'ai un corps, puis j'ai une vie sociale et puis voilà. Donc ça, c'est important. Ça, c'est le premier sujet. Super intéressant ce que tu me dis parce que tu vois, tu vois souvent des entrepreneurs, t'as l'impression qu'il faut être là H24 en train de travailler, faut pas avoir de vie à côté. Et je vois que t'as énormément de casquettes, t'as cette vie de famille quand même à côté. Tu réussis à l'avoir. Ouais, pour moi c'est essentiel parce qu'en fait j'en suis incapable. C'est-à-dire que travailler 12 heures par jour, je sais faire. Puis à la fin de la première semaine, je suis cramé. Et puis après, juste merci, au revoir, j'ai plus envie de revenir, quoi. Donc il faut que ça reste du plaisir. Et puis il faut que je sois capable de me lever le matin. Et puis il y a un moment, c'est aussi cool de couper et de passer à autre chose et d'avoir un équilibre. Donc voilà, ça c'est un premier. Pour moi, c'est essentiel. Ça fait partie de mon équilibre. La deuxième chose, c'est qu'en fait, j'ai certains projets qui sont délimités dans un temps très précis. Par exemple, dans les activités, j'ai un centre de formation. Et le centre de formation, j'ai un associé sur ce centre de formation qui s'appelle Benoît. Et avec Benoît, on travaille tous les mardis après-midi ensemble. Et donc, en dehors du tout venant, de la réponse à quelques mails, de quelques sujets, en dehors de cette demi-journée, en fait, on travaille ensemble cette demi-journée. Alors à une époque c'était une autre demi-journée, là en ce moment c'est le mardi après-midi et on se synchro et on bosse ensemble. Voilà. Et puis de temps en temps on se fait des sessions un peu plus longues où on va travailler quelques jours de suite sur un sujet, on va se bloquer du tout. Ça, voilà. Et après pour les clients, par exemple sur la partie indépendant, freelance, sur la partie conseil, accompagnement, direction technique, à temps partagé, là clairement je vais m'organiser avec mes clients pour baliser certains temps dans mon agenda. Donc ça va être souvent j'ai un point hebdo avec eux et puis on a des temps de travail spécifiques avec leurs équipes et là on va le baliser dans l'agenda. Et après, il y a aussi du quotidien, c'est-à-dire qu'entre deux rendez-vous, sur des moments plus calmes, il y a de la réponse à de l'email, il y a de l'administratif, il y a du commerce. Là, par exemple, dans ma to-do de la journée et sûrement d'ici fin de semaine aussi, parce que j'aurai pas le temps de terminer aujourd'hui, il y a de relancer un certain nombre de prospects avec lesquels j'ai des discussions en cours sur des avant-ventes pour savoir où est-ce qu'on en est. Par exemple, là, la question que j'ai, c'est on est fin septembre, comment on s'organise d'ici fin d'année? Est-ce que je dois prévoir un projet pour toi ou pour toi? Sachant que des projets en avant-vente, en ce moment, je dois en avoir une quinzaine, une vingtaine. Donc, il faut pas que les 20 se signent en même temps, sinon je vais avoir un problème, je serai les premiers. Et après, en fait, il y a un secret, mais qui est pas vraiment un secret, c'est savoir dire non. C'est-à-dire que je fais en sorte de maîtriser mon agenda et qu'on me l'impose pas. Et donc, je vais bloquer un certain nombre de créneaux pour bosser sur des dossiers de fond. Je vais organiser les choses et je vais faire en sorte de mettre les gros morceaux. Tu vois, un premier gros morceau, c'est ma vie perso. Un deuxième gros morceau, c'est une telle activité qui est tel moment. Par exemple, le centre de formation, c'est c'est mardi après-midi. L'éditeur de logiciel, je fais le point avec Clara qui gère toute la partie relations clients sur la partie éditeur de logiciel. Nous, on a un point le mardi à 9h, le jeudi à 9h. Et ces deux points qui durent 30 minutes, ça nous permet de faire la synchro, de s'assurer que tout va bien. Et puis, s'il y a nécessité de bosser sur des sujets de fond, on va pas le faire à ce moment-là. On va se caler un moment dans l'agenda et on va se le bloquer. Voilà. Et en fait, petit à petit, ça marche, ça fonctionne parce qu'il y a des gros blocs qui viennent structurer l'agenda. Puis après, il y a plus de temps pour faire d'autres choses. Voilà. Et alors, pour te dire à quel point ça marche, il y a 1 an et demi, il y a 18 mois, j'ai fait un choix. Je me suis dit, à partir de maintenant, je passe à 80%. C'est-à-dire que j'arrête de travailler le mercredi. Donc, sauf exception, je ne travaille pas le mercredi. D'accord. Donc là, aujourd'hui, ça va. On est mercredi, c'est un temps où t'es tranquille. Exactement. Et en fait, l'idée, c'est quand je fais 2 jours, puis un jour off, puis 2 jours. Alors, sur ce jour off, je vais en profiter pour prendre tous mes rendez-vous perso. J'ai besoin d'aller voir le médecin, je vais le mercredi. J'ai besoin de faire un truc spécifique pour moi qui n'a pas de rapport avec mon boulot, je vais faire ça le mercredi. Voilà. Et ça c'est cool parce qu'en fait, déjà, ça c'est bloquant. C'est un truc tout bête, je vais parler du coiffeur. Je sais pas, je vais voir mon coiffeur par exemple toutes les 6, 7, 8 semaines. Quand je prends mon rendez-vous chez le coiffeur, je le prends le mercredi à 11h, pas à 8h du mat, parce qu'en fait, j'ai envie d'avoir aussi la possibilité de dormir le mercredi matin si j'en ai besoin. En fait, voilà. Et c'est un équilibre. Je sais comment je fonctionne. Voilà. Ok, c'est une grosse organisation là. Ouais, mais ça vient avec le temps en fait. Ça vient avec le temps. Voilà. Et là, je me suis rajouté un défi supplémentaire depuis on est en septembre 2023. Depuis ce début septembre, je vais je l'ai déjà fait sur septembre et je vais le faire sur les autres mois. Je vais être off tous les 3e semaines du mois. Donc là, c'est comme mes mercredis, c'est-à-dire que ma priorité, elle est pas de travailler, elle est de pouvoir faire des trucs
autre. Par contre, je m'interdis pas de travailler. C'est-à-dire que si j'en ai envie, si j'ai envie de bosser sur des dossiers de fond, et donc là, l'idée, c'est de bloquer toutes mes troisièmes semaines du mois et de me poser la question de savoir si ça a un impact sur mon boulot. Et en fait, je pense que la réponse, c'est non. On est plus efficace le reste du temps. Je pense aussi, mais enfin moi je trouve ta méthode déjà géniale. Déjà, premier point, il faut être organisé. C'est que t'as une vie de famille, t'as ton centre de formation qui tourne. Faut mettre des barrières pour tout ça. Mais je pense que voilà, on n'a pas besoin de se mettre un gros rythme à chaque fois pour paraître productif. Et je pense que c'est même contre-productif quand tu travailles trop. Et le centre de formation, tu peux nous en parler un peu plus? Tu formes sur quoi? Avec grand plaisir. Donc le centre de formation, ça s'appelle Le Cercle. Donc c'est un projet sur lequel je suis associé avec Benoît Gantôme, qui entre autres a un podcast et une chaîne YouTube qui s'appelle Artisan Développeur. Et donc sur le Cercle, on propose à des freelances dans le monde de la tech, des développeurs, des gens du monde de l'IT, et ces freelances-là, on les accompagne sur le fait de devenir des freelances libres. Alors tu vas me dire, c'est un peu provocateur, freelance libre. En fait, dans freelance, il y a free, donc normalement on est censé être libre. Et en fait, on a beaucoup de freelance spécifiquement dans le monde de la tech qui sont dans une cage dorée. Je vais faire un exemple simple qu'on voit souvent, un développeur qui va être développeur salarié dans une société ou dans une société de service, et puis qui va devenir freelance, et puis qui va continuer à travailler 20 jours par mois et à facturer. Au lieu d'avoir une fiche de paye, il va facturer son client. Et donc, il va se rendre compte au bout de 1, 2 ans, 3 ans, qu'il s'est enfermé tout seul dans un truc qui s'appelle du freelancing, mais qui est en fait du salariat déguisé. Du salariat, un peu, c'est ça. Alors, moi, je suis pas là pour juger. Je suis pas là en train de dire c'est bien ou c'est mal. Je suis juste en train de dire que si ça te convient, c'est génial. Si ça te convient pas, en fait, avec le cercle, on accompagne sur un programme d'1 an sur la posture d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'on te apprend rien sur la technique, c'est pas le sujet. Mais on va travailler sur ta posture commerciale. On va travailler sur ton projet entrepreneurial. On va travailler ensemble sur apprendre à dire non, négocier avec un client, sur ta posture commerciale, sur les investissements que tu pourrais faire avec la trésorerie que tu as en trop, lancer un podcast, apprendre le copywriting. On est vraiment sur tous les sujets qui vont faire de toi un entrepreneur. Et donc, c'est des cycles d'1 an. Ça dure 12 mois. Et pendant ces 12 mois, tu as 4 formations, tu as des accompagnements de coaching de groupe qu'on appelle le fil rouge, où tu vas choisir ton projet entrepreneurial. Je vais te donner quelques exemples de fil rouge. Il y en a, leur fil rouge, c'est comment je fais pour avoir un deuxième client. Je suis en régie à 100%. Comment je fais pour passer à 50%, avoir un deuxième client? Comment je fais pour passer de la régie au forfait? Comment je fais pour devenir ma référence sur telle techno en animant telle communauté et en lançant un meet-up, par exemple? Comment je fais pour avoir tous mes mercredis pour les passer avec mes enfants et pour les voir grandir? C'est super intéressant. Pour lancer mon propre logiciel SaaS en parallèle de mon activité de freelance régie. Donc voilà, on se pose toutes ces questions-là et on les accompagne là-dessus. Alors dans les secrets de l'organisation aussi, il y a déléguer. En fait, il y a beaucoup de choses que je délègue. Par exemple, sur ce centre de formation, pour donner un ordre d'idée, on propose une vingtaine de formations dans l'année. Les membres en choisissent à peu près 4, mais comme on a aujourd'hui une trentaine de membres, il faut produire plus de formations, c'est normal. Et sur ces formations, je crois que Benoît en anime une et moi j'en anime 2. C'est-à-dire que la majorité des formations, c'est des formateurs dont c'est le métier, qu'on a été sourcé, qu'on a cadré dans un cadre spécifique et qui vont donner ces formations. Pareil sur toute la partie animation des groupes, c'est pas nous qui faisons, ou toute la gestion administrative, chefferie de projet, gestion des contrats, on a une personne qui gère ça aussi. Donc ça, c'est un point qui est important, c'est que si j'ai du temps pour faire ce podcast, si j'ai du temps pour faire du bénévolat, si j'ai du temps pour ma famille, c'est aussi parce qu'en fait, je délègue et que je fais pas tout moi-même. Et en fait, le fait de pas tout faire soi-même, ça veut dire qu'à un moment, il faut payer les gens avec lesquels tu travailles. Mais en fait, quand tu fais ton calcul in fine, ça te coûte moins cher de payer quelqu'un qui est bon dans ce qu'il fait, qui va être efficace, plutôt que de le faire toi-même, où tu vas papillonner dans tous les sens, puis tu vas péter un câble parce qu'en fait, t'auras pas de vie. C'est ça, tout vouloir faire soi-même, c'est vraiment, c'est se cramer un peu. Mais je trouve vraiment l'idée de votre centre de formation super géniale parce que il y a tellement de personnes qui se posent ces questions-là. Comment lancer une activité à côté? Comment avoir plus de temps? Tous ces petits trucs-là. Je trouve que c'est super. Je mettrai le lien dans la description parce que je sais que ça va intéresser énormément de personnes et c'est vraiment génial. Moi, j'aime beaucoup vraiment ce que tu proposes, Pierre, puisque t'es une personne déjà avec plusieurs casquettes. Moi, j'aime bien, on va dire, j'essaie de me lancer dans l'entrepreneuriat
Et en fait, de voir une personne comme toi qui a plusieurs casquettes, qui arrive à avoir une vie de famille, qui arrive à monter ses petits projets, tout ça, je trouve ça vraiment inspirant et vraiment génial de t'avoir ici. Franchement, c'est ce qu'il nous fallait là. Merci en tout cas pour l'invitation. Et je voulais enfin, une petite question, plus tech un peu. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner à une personne, qui écoute le podcast et qui se dit, j'aimerais bien avoir, on va dire, la vie de Pierre? Alors, déjà, et moi, c'est ce que je raconte autour de moi, et entre autres pour ceux qui se lancent en freelance, la voie que j'ai, qui est une voie généraliste avec de multi-projets, c'est pas la voie la plus facile. Et ça, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que un freelance qui se lance, s'il se dit, moi, mon objectif, c'est d'abord de subvenir aux besoins de ma famille, et de me payer un salaire et d'avoir quelque chose qui m'intéresse, le plus simple, c'est de se spécialiser. C'est de se spécialiser, d'être dans une niche et d'être concentré là-dessus. Voilà, ça c'est la voie la plus simple. Après, si on veut devenir généraliste, il y a un point et peut-être quelque chose qu'on dit pas assez, c'est qu'en fait, moi j'ai une activité dans le lot qui est l'activité de conseil, qui est ce que techniquement on appelle une vache à lait. C'est une activité qui est rentable et qui me permet de générer de l'excédent. C'est-à-dire que c'est une activité pour laquelle je bosse pour des clients, les clients sont contents, je leur apporte de la valeur, ils payent. Et là-dessus, je suis capable de payer mes charges, je suis capable de payer mon salaire et j'ai de l'excédent qui me permet de faire d'autres investissements et de passer du temps à autre chose. Donc, et c'est cet excédent de temps et cet excédent de budget qui me permet de monter d'autres projets. Donc en fait, si demain tu te dis, moi j'aimerais bien aussi avoir plusieurs boîtes en parallèle, on lance pas plusieurs boîtes en parallèle. On en fait une première, on trouve notre vache à lait, on est à l'aise là-dedans, on est efficace, et au moment où c'est efficace, qu'on a récupéré un peu de temps et qu'on a récupéré du budget, on est capable d'investir dans d'autres projets en parallèle et on les fait les uns après les autres. Et moi, c'est le gros sujet sur lequel je travaille parce que je suis quelqu'un qui aime bien lancer des projets et je dois me rappeler souvent que je dois être focus. Parce qu'en fait, lancer un projet, c'est pas suffisant pour en faire de la rentabilité. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on va faire simple. Une activité de conseil, une activité de formation et une activité d'éditeur de logiciels. L'activité de conseil, ça va faire, on va faire simple, 15 ans sous différentes formes que je fais ça. Et donc, en fait, je suis à l'aise, j'ai l'habitude, j'ai les codes, j'ai du recul. Et donc, c'est facile de faire du chiffre d'affaires, de la marge et d'y aller. Donc ça, très bien. L'activité de centre de formation, on est sur notre 3e rentrée, donc ça fait un peu plus de 2 ans et demi que ça existe. On arrive à valider ce qu'on appelle le product market fit. Donc, on sait comment parler à nos clients, on sait qui est notre client idéal et on est capable de passer à l'échelle. Donc, maintenant qu'on a validé avec 3 promotions, donc c'est des promotions de 10, là, on est 28. Le but, ça va être de se dire comment on fait pour lancer régulièrement des nouvelles promos. L'idée, ce serait d'accompagner entre 100 et 200 techs par an, entre 10 et 20 promotions. Voilà. Et donc là, on est à l'étape où on va passer à la scalabilité. Parce qu'on a prouvé que le modèle marchait, qu'on a apporté de la valeur. Voilà. Par contre, sur la partie éditeur de logiciels, j'ai une activité qui coûte plus d'argent tous les mois que ce qu'elle en rapporte. Et donc, il y a la question de comment on fait pour réduire les coûts, comment on fait pour augmenter le chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, sur la partie éditeur de logiciels, je n'ai pas la réponse. Je peux te dire, ça fait 24 mois, j'ai testé 50 pistes, et je peux t'expliquer chacune de ces pistes, pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais je peux pas te dire quelle est la piste qui va fonctionner, juste parce qu'il y a du boulot. Voilà, faut tester. C'est vraiment ça. On va dire l'entrepreneuriat, c'est de tester, quoi. Exactement. Et donc, quelqu'un qui voudrait se lancer et se dire, OK, moi, mon objectif, c'est dans 5 ans d'avoir plusieurs activités en parallèle, commence par en avoir une qui fonctionne bien, sur lequel j'ai un entrepreneur de mon réseau qui parle de la zone de génie. En fait, sur lequel tu es dans ta zone de génie, sur lequel, en fait, c'est facile pour toi. Sur lequel, voilà. Tu réfléchis pas trop, excuse-moi. Oui, c'est ça, mais c'est exactement ça. En fait, il y a des choses où, quand je suis face à une situation, j'ai un client, j'ai des réactions instinctives parce que j'ai l'habitude. Et si je mettais quelqu'un d'autre à mon côté, peut-être qu'il lui faudrait 2 heures de réflexion pour faire la même chose. Mais ça veut pas dire que je suis meilleur que lui. Ça veut dire que sur ce sujet, je suis meilleur que lui. Et sur d'autres sujets, potentiellement, cette personne, elle est peut-être meilleure que moi, mais en fait, sur ce sujet, je suis dans ma zone de génie. Je suis efficace et j'avance. En fait, mon activité de conseil, c'est ma zone de génie. Et je me suis rendu compte, pour en échanger avec beaucoup d'entrepreneurs, qu'en fait, on a tous et toutes des zones de génie qui sont différentes. Il faut juste la trouver et il faut juste ne pas se comparer. Moi, si j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah, Pierre, sur la partie conseil, j'arrive pas à faire la même chose que toi, je suis nul. » Non, en fait, t'es juste différent et je suis sûr qu'il y a quelque chose sur lequel t'as de la valeur et sur lequel t'as beaucoup plus de valeur que moi. Alors souvent, l'exemple que je prends, c'est les développeurs que je croise. J'ai une formation tech à la base, mais je suis un mauvais développeur. Je développe pas au quotidien. Je suis même un très mauvais développeur. Par contre, je suis capable de discuter avec mes développeurs. Mais me demandez pas de faire du dev qui part en prod. Ce serait catastrophique.
Et ouais, je pense que, enfin, t'as tout résumé en disant ne pas se comparer et faut pas avoir honte. Faut pas se dire que on maîtrise tout. Faut être, faut être humble. J'aime bien dire, faut être humble avec ses capacités. Tu peux être meilleur quelque part où la personne sera un peu moins meilleure, mais c'est pas grave. Chacun a ses domaines, comme tu dis, et c'est comme ça qu'on avance. Et après, la partie boulot, c'est pas une fin en soi. Avoir une vie à côté, avoir des trucs qui nous éclatent, avoir du sens en dehors du boulot, ça aussi, c'est aussi important. Alors après, je dis pas d'aller dans l'extrême d'avoir un boulot alimentaire, mais si on arrive à avoir un équilibre avec un boulot qui nous plaît, avoir une vie cool à côté, il y a quand même des choses fun à faire. Et je m'épanouis beaucoup dans mon travail et je m'épanouis beaucoup dans ma vie personnelle à côté. Et je pense que c'est cet équilibre entre ces deux épanouissements qui me permet d'être à l'aise. En fait, je suis bien dans mes baskets, je suis content d'être là, je suis content de me lever le matin. Ouais, c'est très important et ça fait plaisir à écouter qu'on n'ait pas un entrepreneur qui nous dise je travaille tous les jours, je me repose jamais. On voit souvent ces discours-là sur Internet et je pense que ça fait du bien à tout le monde d'entendre que tu peux avoir plusieurs activités comme tu as, avoir une vie de famille, prendre tes rendez-vous le mercredi, avoir du temps quoi, parce que c'est très précieux ça. Pour moi, c'est hyper important et pour moi, ça fait partie aussi de mon rôle d'entrepreneur alors de montrer l'exemple, d'être exemplaire dans le sens où de dire regardez, c'est possible. Après, chacun fait ce qu'il veut et je suis pas en train de dire il faut faire comme moi. Je suis en train de dire à la limite, faites pas comme moi, soyez des spécialistes parce que c'est plus facile. Être un généraliste, c'est quand même beaucoup plus de boulot. Et donc vraiment, la voie facile, c'est se spécialiser dans une niche. Et après, de montrer que c'est possible, en fait, de montrer qu'on peut faire des choses et de montrer qu'on n'est pas obligé de se tuer à la tâche pour être accompli dans son job. En fait. C'est ça. Je voulais te dire, est-ce que t'as une prochaine conférence ou un petit endroit où on peut te retrouver prochainement? Parce que je sais que tu participes à beaucoup de choses et j'aimerais que tu nous dises où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement là. Ouais, alors le plus simple, c'est les réseaux sociaux pour me suivre, que ce soit mon LinkedIn ou mon Twitter, c'est globalement les deux endroits. Est-ce que j'ai des choses prochainement? Là, spécifiquement dans mon agenda, j'ai rien en tête. Après, on organise régulièrement des événements. Il va y avoir peut-être un nouveau cycle de conférences. On va peut-être ressortir des podcasts aussi avec le Cercle. On est en train de travailler là-dessus. Donc, le plus simple, c'est me suivre sur LinkedIn et ou Twitter. Et après, si toi qui nous écoutes, tu as des questions, si tu as envie de discuter, en fait, mes DM sont ouverts, mon mail est à dispo, on pourra mettre même mon mail si tu veux dans la... Ça marche, tout ça. Voilà, mais vraiment, un petit mot pour me dire, pour me poser une question, pour me dire où est-ce que t'en es, et c'est toujours avec plaisir. Moi, je me nourris aussi de ces échanges. Pour moi, ça a beaucoup de valeur que d'échanger avec des personnes, quel que soit leur parcours. J'ai pas l'impression d'être meilleur que d'autres. En fait, j'ai juste l'impression d'être différent et d'être sur mon propre chemin. Et la particularité, c'est que moi, j'ai l'impression d'être bien dans ma peau et à ma place dans mon chemin, et qu'il y en a d'autres qui sont, pour certains, un peu plus en souffrance ou en questionnement. Et donc, si je peux passer un peu de temps et aider justement l'écosystème, le réseau, en donnant un avis, en répondant à une question, c'est toujours avec grand plaisir. Et puis pareil, un côté mission, si tu connais des dirigeants de boîtes qui sont en galère avec leur boîte, moi c'est toujours avec grand plaisir pour échanger, quitte à ce que je dise écoute, c'est pas mon rôle, je peux rien faire, je te présente quelqu'un du réseau, parce qu'en fait ça m'arrive régulièrement de discuter avec un prospect, de lui dire en fait je peux rien faire pour toi. Ouais, par contre, pas pour moi. Il faut que tu ailles discuter avec Bob et tu verras Bob il va pouvoir t'aider. Bon, en tout cas, Pierre, moi, ça m'a fait énormément plaisir de t'avoir sur le podcast. Donc, j'espère que ça a fait plaisir à tout le monde. Les entrepreneurs se reconnaîtront, les freelances et toutes les personnes qui veulent lancer des projets se reconnaîtront dans ton discours. Je te dis un grand merci à toi, Pierre. Merci pour ton invitation et merci à vous tous et toutes d'avoir écouté. Merci pour votre temps et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer, soit sur Internet ou dans la vraie vie à l'occasion. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Tu peux me soutenir en mettant une note sur Spotify ou Apple Podcast et en partageant cet épisode à quelqu'un de ton entourage. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau parcours tech. En attendant, retrouve-moi sur mon Twitter, MangeJS. À bientôt.